Alors, bonjour et bienvenue donc à ce petit webinaire du 18 juillet 2017 pour les gens de la France. Alors, il y a un thème qui m'a été proposé sur les zones Hertz. Donc, les zones Hertz par rapport aux états modifiés de conscience, j'ajouterais. Parce qu'il faut savoir que les zones Hertz, ça concerne donc les champs électromagnétiques, ça concerne l'électricité, le courant électrique et tout ça. Donc, il faut bien faire comprendre ici que c'est plutôt des états de conscience que tu souhaites parler. Donc, je pourrais faire une petite présentation. Évidemment, je ne me présente pas actuellement comme un expert de la chose. J'avais pas de préparation. Donc là, les gens me posent une question. Ça me fait plaisir de faire peut-être une petite présentation là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que je vous ai déjà parlé, moi, dans un premier temps, que l'idée de la pleine conscience intuitive permettait d'accéder à voyager en soi, voyager vers un partenaire, voyager dans le sol, voyager, bon, on pouvait faire des voyages. Ces voyages-là, quelque part, vont être favorisés par des états de conscience modifiés. Ces états de conscience modifiés correspondent aux états d'onde qu'on retrouve dans le cerveau et de ce que je sais, hein, je vais parler avec une certaine incertitude parce que je n'ai pas récemment fait d'études poussées là-dessus, mais ce que je sais, c'est que il n'est pas encore, il y a beaucoup de questions, c'est pas encore si clair que ça dans quel état d'onde cérébrale qu'on va pouvoir arriver à favoriser vraiment un état favorable au développement de l'intuition. D'accord? Ce que je pourrais dire, c'est que c'est certain que quand on fait un travail de pleine conscience intuitive, on modifie nos zones cérébrales. Tout comme la pleine conscience, tout simplement, quand on parle de méditation de pleine conscience, c'est-à-dire qu'on apprend à baisser nos fréquences, notre rythme biologique, en fin de compte, qui va faire que notre conscience va devenir plus apaisée. Puis cet état de conscience plus apaisé-là va souvent permettre justement d'accéder à ce qu'on pourrait appeler le monde imaginaire. Le monde imaginaire, évidemment, c'est ce monde, à quelque part, que quand notre cerveau, notre raison est moins présente, on est capable à ce moment-là de se rendre compte que dans ces moments-là, on est en mesure de porter notre attention vers notre monde intérieur. Et ce monde intérieur-là va nous permettre donc de pouvoir beaucoup plus connecter avec ce que je pourrais appeler les perceptions imaginaires, visuelles, auditives ou sensitives que l'on peut avoir dans notre corps. Puis ces perceptions-là vont nous aider justement à être capables de pouvoir plus facilement accéder au rayonnement ultra ténu des cellules de notre corps, parce que ces perceptions-là qu'on va avoir, on va constater elles peuvent émaner de notre corps, et parce qu'elles émanent de notre corps, on peut arriver à faire un travail là-dessus. Alors, c'est certain que ce qui a été observé actuellement, ce que je peux dire, sans que ça soit une science à tout prix, hein, en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que le processus de la pleine conscience intuitive va nous amener à développer une fréquence différente dans notre cerveau qui va nous permettre, qui va nous préparer à être capable de nous syntoniser finalement au champ électromagnétique ambiant. C'est-à-dire, moi, par exemple, si je me pratique avec l'enracinement, ben, mon cerveau va se syntoniser aux fréquences électromagnétiques du sol. Et parce que ces fréquences électromagnétiques-là, je les capter, ben, il risque évidemment que mon rythme cérébral va fonctionner de façon plus lente et va m'aider justement à être capable de pouvoir commencer à me mettre en relation avec des rythmes d'ondes cérébrales qui vont être plus favorables au travail intuitif. Donc, pour donner une image un petit peu des 4 types d'ondes cérébrales dont il est question par rapport au développement de l'intuition, c'est qu'évidemment, en tant qu'être humain, lorsqu'on fonctionne d'une façon normale dans le monde terrestre, on va beaucoup travailler avec le rythme bêta, qui est un type d'onde qui travaille de 13 à 30 Hertz, justement. C'est un rythme qui correspond à l'activité d'éveil normale du cerveau. Il est associé à une pensée ou à une attention active. L'attention est dirigée vers le monde extérieur afin de résoudre les problèmes concrets. Donc, le rythme bêta, c'est vraiment le rythme normal que la majorité d'entre nous avons développé d'une façon naturelle, puisque c'est celui-là qui va nous permettre de fonctionner dans la vie terrestre, dans le monde terrestre. Alors ça, c'est la première chose que je pourrais dire. Puis, la deuxième chose que l'on pourrait dire, évidemment, c'est que lorsqu'on commence à se synthétiser avec la pratique de l'enracinement, on peut émettre l'idée, à quelque part, que ce rythme-là va nous permettre donc de commencer à nous relier à des fréquences plus basses. Alors, on peut penser, par exemple, que quand on se met quand on se met en relation avec l'énergie de la Terre, on se met en relation avec le champ Schumann. Le champ Schumann, la moyenne du champ Schumann, je ne dis pas que le champ Schumann est à 7,83 Hz tout le temps. Il y a une espèce de fréquence, de balayage de fréquences qui se fait, que la Terre va produire selon les endroits où est-ce qu'on se situe. Mais en moyenne, il a été identifié que le champ Schumann produisait un champ en moyenne de 7,83 Hz. Donc, quand je m'enracine,
ben déjà, mon niveau, mon activité cérébrale va déjà fonctionner différemment. Elle va donc abaisser. Je vais passer de 13 à 30 Hz pour tomber de 8 à 13 Hz, par exemple, le rythme alpha. Ce rythme alpha-là, quelque part, il est plus précisément de 8 à 13 Hz chez les adultes et de 4 à 7 Hz chez les enfants. Ce sont les fréquences les plus présentes lors de l'activité totale du cerveau, c'est-à-dire lorsque le cerveau émet plusieurs fréquences à la fois, à des amplitudes différentes, et ça va se manifester souvent lorsqu'on a les yeux fermés. Pour plusieurs chercheurs, elles correspondent à un état intermédiaire en attente d'une production d'images ou de stimuli provenant du centre visuel du cerveau. Ça veut donc dire quelque part que ce rythme-là déjà est un état préparatoire à nous mettre en liaison avec ce qui anime notre corps, puis de recevoir donc des informations, des images, des sensations et des mots qui vont se manifester. Alors, c'est un état de relaxation qui va en résulter, une sensation de bien-être, d'attention, qui semble être en relation avec une dominance de ces fréquences-là. Donc, quand on est dans cet état-là alpha, on est souvent dans une position de bien-être, d'une forme de relaxation, de relâchement. Il est intéressant de noter que les fréquences du rythme alpha sont très proches des fréquences de la Terre, comme je disais tout à l'heure. Les chamans utilisent des techniques visant à se syntoniser à l'énergie tellurique du sol, la pratique de l'enracinement. Alors, on peut penser évidemment que la pratique de l'enracinement va favoriser donc le rythme alpha, qui est une étape préparatoire, comme on l'a dit tantôt, pour recevoir des images, des sensations et des mots. Il y a des gens, par exemple, le parapsychologue et médecin Andrija Puarish, lui il a constaté que les fréquences de 8 à 12 Hz correspondaient aux états de méditation, ainsi qu'à la plupart des activités psychiques, telles que la clairvoyance, la médiumnité, etc. Un autre, John Climo, qui est un monsieur qui a écrit un excellent livre sur la médiumnité, ceux qui sont intéressés. C'est un excellent livre, Les médiateurs, je ne sais plus le titre exactement, mais je pourrais vous le dire, mais je pourrais vous le retrouver puisque je l'ai ici. Lui a mis en évidence que les recherches les plus récentes ont montré que les sujets psy génèrent des ondes cérébrales de l'ordre de 8 Hz lorsqu'ils tentent de produire des phénomènes psychiques. Alors, quand on parle de sujets psy, ce sont des gens qui ont une capacité intuitive, hein, ou de phénomènes psychiques, donc de phénomènes paranormaux. Alors, ce qui est surprenant, c'est que ces ondes cérébrales se produisent dans l'hémisphère gauche, associées au langage et aux facultés analytiques. Ça, c'est quand même intéressant. Il y a Bob Peck également, qui est un pionnier de l'expérimentation des ondes cérébrales, qui a confirmé les travaux de Puarish. Il a développé un cérébotransmetteur, un genre de brain tuner, lui permettant d'induire une fréquence de 7,8 Hz dans le cerveau. Et après une expérimentation sur une centaine de sujets, il a entre autres constaté que cette fréquence entraîne des états de conscience modifiés. Alors voilà, ce qui est déjà intéressant, c'est que le rythme alpha, on peut déjà dire que c'est une étape préparatoire pour nous amener justement vers le processus de la pleine conscience intuitive. Ensuite, on peut parler du rythme θ, qui est de 4 à 7 Hz. Ce rythme-là va apparaître en état de rêve ou en semi-éveil, donc un état hypnagogique associé à l'imagerie similaire au rêve. Hein. Donc là, on tombe vraiment dans un processus beaucoup plus proche de la pleine conscience intuitive ou même de la pratique de l'écoute imaginaire, puisque le rythme θ est associé au rythme alpha et bêta. Excusez-moi, le rythme θ associé au rythme alpha et bêta permettrait de connecter avec l'inspiration créatrice, tandis qu'associé au rythme alpha uniquement, il permettrait la profonde méditation. Alors, ça peut paraître technique ce que je viens de vous dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a donc un couplage de rythmes, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours avec un rythme clair. Donc, comme on dit ici, c'est que le rythme θ, associé au rythme alpha et bêta, qui sont les deux premiers rythmes que j'ai présentés, on va constater que ça va amener de l'inspiration créatrice, donc une forme de créativité, justement, intuitive. Alors que quand on est plus en relation avec le rythme uniquement alpha, ben à ce moment-là, c'est plus une méditation profonde que ça va résulter. Donc, c'est des informations que je vous donne qui ont été identifiées. Comme je dis, je ne suis pas à la fine pointe de la recherche par rapport à ça, mais c'est quand même des idées intéressantes que je peux émettre comme ça, qui vous donnent quand même, je pense, on n'est pas très étranger encore à tout ce qui a été mis dans cette recherche-là qui a été faite, quoique c'est un livre qui a quand même un certain âge et que je n'ai pas pris le temps. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de grands chercheurs au niveau du cerveau maintenant qui existent, mais on sait que la science avance très lentement. Donc, je pense quand même que je ne suis pas si loin de la justesse par rapport à ce que je vous dis. Il y a Maxwell Cade, qui est un Anglais d'Angleterre, qui est chercheur et créateur d'un appareil Main Mirror, qui est un appareil qui mesurait donc les rythmes cérébraux du cerveau. Et lui, il disait qu'il existe un état dans lequel le rythme θ est continu et le rythme alpha tend à se rapprocher au rythme θ.
Cela se produirait dans les états de conscience lucides, comme Cade l'a observé chez les guérisseurs et les mystiques qui ont participé à ces recherches. Encore une fois, vous comprenez qu'on parle du rythme θ, mais qui est couplé à un autre rythme. Et cet autre rythme-là, quelque part, permettrait donc à ce moment-là de vraiment faire une expérimentation de gens qui ont qui vivent des expériences particulières, mystiques, guérisseurs, intuitifs, etc. Mais on sait que le rythme θ est actuellement donc actif dans les moments où des expériences intuitives se font. Alors ça, c'est quand même intéressant. Puis, ensuite de ça, on peut envisager qu'il y a le rythme delta maintenant. Le rythme delta qui est de 1,5 à 4 Hz. Il est associé au sommeil profond. Il a cependant été démontré que ce type d'onde survient également lors d'états paranormaux. Il y a Patrick Drouot, que vous connaissez sans doute, qui est un physicien et guérisseur spirituel, qui relate dans son livre Guérison spirituelle et immortalité les conclusions d'une expérience menée par l'Institut Monroe, à laquelle il a participé. Alors, l'Institut Monroe, peut-être juste pour faire une petite parenthèse, c'est un institut aux États-Unis qui a été développé par un monsieur qui avait beaucoup de sous, qui a donc expérimenté une sortie hors du corps et qui s'est dit, mais moi, ce que je veux, c'est développer un enseignement qui me permettrait aux gens de reproduire systématiquement la sortie hors du corps et de pouvoir donc répertorier de façon scientifique, en quelque sorte, quelles sont les différentes étapes du procédé permettant la sortie du corps et permettant donc de développer des états de conscience modifiés et d'accéder donc à des états d'ouverture de conscience, d'élargissement de conscience, etc. Alors, c'est donc l'Institut Monroe a donc énormément travaillé là-dessus. Ils proposent donc beaucoup d'enregistrements d'expérimentation audio dans lequel, évidemment, il y a des sons binauraux, il me semble, et là, je me trompe peut-être, mais en tout cas, il y a un jeu de musique avec donc des jeux de fréquences qui permettent donc d'induire des états modifiés de conscience chez la personne qui écoute l'élément audio. Et ça leur permet donc d'arriver donc à constater qu'il existe plusieurs degrés dans le processus de la sortie hors du corps. Et donc, l'enseignement consiste justement à apprendre à identifier tout ça. Alors, c'est sûr que pour moi, il y a quelque chose un petit peu trop rationnel et peut-être un petit peu trop rationnel dans le processus qui fait qu'à quelque part, sans le vouloir, on suggère des choses chez les gens. Mais ça demeure pas moins que l'Institut Monroe a vraiment fait un gros travail sur le processus de la sortie hors du corps. Donc, pour revenir à ça, il a donc travaillé l'Institut Monroe avec Patrick Drouot. Puis Patrick Drouot disait, bon, il devait effectuer une lecture intuitive d'une personne à distance pendant laquelle ses ondes cérébrales étaient mesurées. Les résultats furent surprenants. Les activités θ, donc les ondes cérébrales précédentes, et alpha ont été continuellement éclipsées par une activité delta de haute amplitude. Plus surprenant encore, les appareils ont enregistré le spectre total des fréquences comprises entre delta et une activité cérébrale spécifique appelée gamma, indiquant une activité du globe frontal très importante. L'activité cérébrale gamma est très rare puisqu'elle atteint des fréquences pouvant aller jusqu'à 58 Hz. Cette activité apparaît par éruption au moment où Patrick Drouot percevait ou découvrait une nouvelle information sur la personne. Alors évidemment, ce qui est donné ici, c'est intéressant par rapport à Patrick Drouot, dont je viens de vous parler, sauf que malheureusement, quand on relit bien les notes que je vous ai retransmises, on constate que c'est une expérience qui a été faite, isolée, où Patrick Drouot a été mesuré une fois. Alors, c'est bien évident que dans des conditions comme celle-là, on ne peut pas faire de grandes logiques là-dessus, on ne peut pas arriver à faire des grandes règles, des grandes lois, on peut juste constater que c'est intéressant et que ça mériterait évidemment qu'un travail plus profond soit effectué pour aller un peu plus loin là-dessus. Il y a également Jack Schwartz, qui est un monsieur qui a fait beaucoup de travail d'auto-training, donc d'auto-suggestion pour travailler sur son corps et avoir une influence sur son corps, qui dit que qui croit également que les aptitudes intuitives se développent plus particulièrement lorsque le cerveau possède une fréquence d'onde delta. Alors, selon lui, si vous descendez l'activité du cerveau en dessous d'un cycle par seconde, vous entrez dans l'infini, vous allez plus vite que la lumière, et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir développer ce qu'on appelle l'intuition. Alors, vous voyez ici que qu'est-ce qu'on reconnaît d'une façon globale dans ce que je viens de vous nommer, c'est que quand on arrive à abaisser nos fréquences cérébrales, on est capable d'accéder à un univers finalement subtil et parallèle qu'on pourrait qualifier d'un univers super lumineux dont je vous ai déjà parlé. Alors, c'est intéressant donc de comprendre que le travail de la pleine conscience intuitive, par la pratique de l'enracinement, par le travail de processus intuitif qui est enseigné et de techniques d'auto-guérison et de déprogrammation, vont favoriser cet état de conscience modifié et qui vont permettre donc d'amener un travail fort intéressant
à se faire. L'autre chose que j'aimerais apporter par rapport à cette notion des états de conscience modifiés, j'aimerais parler de la synchronisation des hémisphères qui, euh, qui est fort intéressante et qui a été beaucoup répertoriée aux États-Unis. Il y a énormément de recherches qui ont été faites là-dessus. Et c'est quand même bien important de comprendre ce qu'est la synchronisation des hémisphères, surtout quand on parle de processus intuitifs, parce qu'on a souvent l'impression que l'intuition, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. C'est quelque chose qui n'est pas intellectuel, c'est quelque chose qui n'est pas mental. Donc, il faut se soustraire du mental pour être intuitif, ce qui n'est pas du tout le cas. La synchronisation des hémisphères indique bien que l'hémisphère droit et gauche, donc le rationnel et l'intuitif, vont circuler, vont fonctionner en synergie et en complémentarité. Alors, cette synchronisation des hémisphères-là va donc finalement nous amener à être capable de développer une position de témoin qui va favoriser énormément le processus intuitif. Alors, ce qui est dit ici, c'est que la plupart du temps, chaque hémisphère de notre cerveau génère des signaux qui sont indépendants des signaux générés par l'autre hémisphère. Ça, c'est la plupart du temps. Par contre, lors de certains états d'expansion de conscience, on a observé que l'activité électrique des hémisphères se synchronisait. Les chercheurs ont remarqué que cette synchronisation se produisait au cours de méditations profondes ou de périodes de créativité intense, lors desquelles les deux hémisphères tendent à s'harmoniser l'un à l'autre pour atteindre un rythme unique et cohérent. C'est ce que j'appelle la synchronisation des hémisphères. Lorsque les deux hémisphères vont travailler de façon collaboratrice et cohérente, à ce moment-là, on n'est plus dans un processus de dualité, mais on est vraiment dans un processus de collaboration et de complémentarité. Alors, et qui indiquerait quelque part que dans ces conditions-là, on serait beaucoup plus apte à développer nos habiletés intuitives, à accéder à des états de conscience différents, etc., etc. La synchronisation favoriserait un sentiment d'unicité où l'individu fonctionne d'une façon plus intuitive. John Climo, qui est un expert dont j'ai déjà parlé, qui a écrit un livre qui s'appelle Les médiateurs de l'invisible, raconte l'expérience de deux chercheurs, Jan Milley et James Johnston, qui ont travaillé à contrôler la synchronisation cérébrale entre des gens. Les sujets rapportent des états de sensation intenses et non verbaux entre eux. Donc, on comprend ici que par la synchronisation des hémisphères, on est parvenu à constater qu'on était beaucoup plus capable de capter ce qui se passait chez une autre personne à travers donc simplement l'idée de synchroniser nos hémisphères sans rien de plus que ça. Donc, John Climo émet l'hypothèse suivante. Nous pouvons supposer que des sujets capables de générer volontairement une synchronisation cérébrale peuvent provoquer un état cerveau-esprit facilitant l'activité paranormale. Donc, ça veut dire que plus je suis capable de favoriser cette communication entre les deux hémisphères, plus je vais être capable donc, de développer mon habileté intuitive. Maskel Quaid, qui est un autre chercheur, un autre expert sur le cerveau, a également observé que le phénomène de la synchronisation des hémisphères lors de laquelle il rapporte que le cerveau produit une activité électrique très faible et occasionnellement des rythmes delta. Pour lui, cet état correspond à une synthèse des oppositions amenant une plus grande unité, ouvre la porte à des intuitions pouvant résoudre des problèmes. C'est un peu la même chose que je viens de vous dire que ce monsieur-là avait observé. Plusieurs autres chercheurs confirment les observations de Quaid, entre autres James Brown, qui est un autre expert, Robert Monroe, qui a participé à l'Institut, qui est à l'origine de l'Institut Monroe. Les yogis semblaient également connaître l'importance de la synchronisation des hémisphères qu'ils provoquaient par des techniques de respiration consistant à respirer alternativement par une narine et par l'autre en suivant une cadence très régulière. Donc, l'enseignement yogique vieux de plusieurs millénaires dit que chaque narine est reliée à l'hémisphère opposé et qu'on peut régler l'activité cérébrale en contrôlant le souffle. Alors, c'est assez intéressant parce que ça veut donc dire effectivement que là aussi, on peut amener donc un état de médecine de conscience qui va être favorable au développement de l'intuition. Alors, ce qui est dit ici, peut-être que j'aimerais peut-être le dire, c'est malgré que les différentes recherches ne nous permettent pas d'associer un seul type ou un seul patron d'onde cérébrale aux perceptions intuitives, toutes ont rapporté une dominance d'activité cérébrale de plus basse fréquence que pour l'activité normale. Donc, on peut facilement envisager que l'état de relaxation du cerveau va favoriser le développement des perceptions intuitives. Alors, c'est ça un petit peu que moi, j'avais pu observer, j'avais pu constater à travers les réflexions que j'ai pu émettre dans le processus. Alors, c'est certain qu'on comprend que plus les ondes cérébrales se rapprochent du sommeil, plus on se trouve dans une position où on est capable de rester conscient et de pouvoir donc accéder au monde un peu similaire du monde des rêves, et on va pouvoir à ce moment-là être capable de capter des images, des sensations et des mots qui vont nous permettre donc de développer des états de conscience différents que ceux qu'on est habitué d'avoir quand on a simplement les deux yeux ouverts, puis on est simplement en contact avec la réalité. Alors, je ne sais pas si ça répond aux questions que tu pouvais avoir, Sylvie, par rapport à ça, mais c'est certain que c'est un sujet complexe et malheureusement, je ne peux pas vraiment
euh, vous dire exactement tout ce qui pourrait être dit là-dessus sans aucune préparation. Je peux simplement vous dire ce que je viens de vous dire et que ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'important quelque part là-dedans, c'est de comprendre que cette synchronisation des hémisphères, elle ne va pas se faire en se disant je suis intuitif et parce que je suis intuitif, je dois me bloquer du mental. Vous l'avez bien compris. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les réflexions que les gens ont face à l'intuition. Ils ont l'impression que parce qu'ils sont intuitifs ou parce qu'ils veulent être intuitifs, il faut absolument bannir le mental. Et moi, ce que je vous dirais, c'est que pour favoriser une synchronisation des hémisphères, il ne faut pas justement bannir le mental, il faut au contraire l'intégrer dans l'idée quelque part que le mental et l'intuitif vont faire équipe ensemble pour nous amener à aller plus loin dans le processus intuitif. Oui, oui, le docteur Monroe, il y a des livres effectivement qui sont traduits, Sylvie. Ça, je peux te le confirmer. Je te dirais que par rapport aux états de conscience modifiés, c'est pas l'auteur qui va être le plus qui va te donner le plus d'informations parce qu'actuellement, dans l'actualité, dans les ouvrages récents, il y a énormément de gens qui sont des spécialistes du cerveau et qui sont capables, sans aucun doute, d'aborder le sujet avec énormément de précision. Je pense entre autres à des gens qui ont étudié, j'ai un livre ici que j'ai pas exactement en mémoire pour te le traduire en mots, mais qui parle justement de toute la pratique bouddhiste et de la méditation et de quelle façon que la méditation a une influence sur notre cerveau. Il y a des recherches nombreuses qui ont été effectuées là-dessus. Et là, on parle de livres qui sont vraiment de 2016, 2017. Donc, on est vraiment dans une modernité. Alors que Monroe, c'est pas des livres sur les états de conscience modifiés comme tels, c'est plus sur la sortie astrale et avec un protocole à quelque part bien à lui qu'il a cherché à développer, qui est intéressant, comme je disais, mais qui est quand même, je pense en tous les cas, quand même, qui repose pas sur la recherche de pointes, en tout cas les livres qui ont été écrits sur lui, de Monroe, hein, parce qu'effectivement, il y a des lectures plus récentes à faire qui pourraient peut-être être trouvables sur Internet, par exemple, sur les états modifiés de conscience, mais Monroe n'est certainement pas la référence actuellement pour parler de ces choses-là actuellement. Je pense à un livre que j'ai ici sur la méditation et les états modifiés de conscience qui est vraiment question de ça. Mais bon, à mon avis, c'est que ce sont des livres, c'est beaucoup de la théorie, tout ça. Hein, quand on parle des états modifiés de conscience et des ondes cérébrales, c'est intéressant, mais quand on comprend quelque part que l'expérience euh, des états modifiés de conscience, ben, ça se fait dans la pratique et ça se fait de quelle façon? Ben, la méditation, ça se fait à travers les respirations yogiques. Ça se fait à travers des pratiques telles que la pleine conscience intuitive. Ça peut se faire également par des sons binauraux, c'est-à-dire des musiques couplées avec des sons binauraux, donc des genres de cassettes ou de CD plutôt avec des enregistrements. Moi, j'en ai plusieurs que j'ai dû expérimenter. C'est intéressant, sauf que ça demeure pas moins que, bon, si on n'a pas, on ne sait pas trop quoi faire avec ce processus-là, ben on devient un petit peu comme on vit des expériences. Mais ces expériences-là, quelque part, si on n'est pas capable de comprendre le langage intuitif qui nous permet d'aller plus loin, ben on reste à un niveau assez basique, je dirais. Donc, c'est un petit peu ce que j'aurais pu te transmettre par rapport à ça, Sylvie. Si tu as des questions ou si d'autres personnes ont des questions par rapport à ça, bien évidemment, vous pouvez y aller. Donc, question ici que je vais laisser les autres de pouvoir me proposer d'autres commentaires, mais Joanne McIntyre qui me dit bon, elle fait un traitement sur son chien, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune énergie dans ses pattes arrière et il se repoussait de moi. Alors, on a dû le faire endormir. Est-ce que c'est possible que j'ai ressenti qu'il était prêt à partir? Oui, je te dirais que c'est totalement possible. Moi, j'ai abordé le sujet sur la mort dans une conférence euh, à deux ou trois reprises, en fait. J'ai fait ça de la naissance à la mort, je vous en ai parlé dans un webinaire. Donc, vous pouvez aller le revoir sur le site Pleine Conscience Intuitive dans YouTube. Dans le site, dans les 4 conférences nouvelles qui vont sortir très bientôt sur le site Thérapie Intuitive, vous allez pouvoir avoir une conférence complète sur de la naissance à la mort. Encore là, c'est un sujet que j'aborde, peut-être pas en profondeur dans les deux cas, mais je l'aborde assez clairement pour que tu y trouves des éléments de réponse. Il y a également une conférence sur la mort. Je ne sais pas, la qualité du son était peut-être pas très bonne, mais elle est encore là sur le site de la pleine conscience intuitive et possiblement que tu peux donc la visionner. Alors oui, je te répondrai que c'est possible, que c'est quelque chose qui arrive même assez fréquemment. J'ai observé moi que lorsque les gens étaient proches de la mort, bien évidemment, ils avaient déjà des signes
clair qu'ils n'avaient plus envie de se faire soigner, qu'ils n'avaient plus envie à quelque part de... Et quand je dis qu'ils n'avaient plus envie, c'est pas la personne consciente dont je parle, c'est le processus intuitif. La personne consciente peut dire « je veux guérir », mais la personne au niveau de son inconscient, au niveau de son champ subtil, nous donne des signes du contraire. Alors, évidemment, on ne doit pas condamner la personne parce qu'elle nous donne des signes contraires, mais on doit tenir compte de ces réactions-là pour nous indiquer peut-être que le potentiel évolutif, le potentiel de guérison va être peut-être un peu plus difficile à atteindre. Mais on ne doit pas faire des logiques implacables de ça. Mais dans mon expérience, c'est souvent été le cas. J'ai souvent constaté que les gens qui étaient plus dans cette résistance-là, ben, évidemment, c'est des gens qui se préparaient davantage vers la mort que vers la vie. C'est quelque chose que j'ai pu observer effectivement. L'autre question, c'est quand on va dans les vies antérieures, est-ce qu'on fait un décodage et où c'est la personne qui voit les choses? Réponds-moi, Joanne, par rapport à cette question-là. Il y a deux réponses à donner là-dessus, Joanne. C'est un sujet, quelque part, qui est abordé en formation personnelle. Et dans la formation personnelle, je vous enseigne à le faire sur vous-même. Dans la formation professionnelle, je vous enseigne à le faire sur quelqu'un d'autre. Alors, c'est clair qu'un thérapeute intuitif ne peut pas faire confiance. Un thérapeute intuitif digne de ce nom, je vais l'appeler comme ça, digne de ce nom, ne peut pas faire confiance à son client pour dire à son client, mais mon client, tu vas aller voir qu'est-ce qui se passe dans tes vies antérieures. Ça, c'est un autre, je veux vous faire comprendre quelque chose, c'est que quand on se dit être un thérapeute intuitif, à mon sens, à moi, il faut maîtriser le travail intuitif, donc il faut avoir un pas en avance sur notre client, pour être capable de l'aider véritablement. Un pas en avance, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe avant même que lui puisse se comprendre d'une certaine façon, pour être capable d'avoir une longueur d'avance, pour l'aider à cheminer et à progresser. Alors, c'est certain que si je suis capable donc de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son processus inconscient en résonance avec des mémoires d'autres vies, je vais pouvoir beaucoup plus l'aider que si je lui dis, ben, tu vas aller voir tes vies antérieures, puis moi, je vais t'accompagner, mais sans trop savoir, sans que moi, je sois capable de comprendre qu'est-ce qui se passe en toi. Ça m'apparaîtrait, c'est un peu comme dommage, je trouve, parce que ça veut dire que on se dit intuitif, mais on n'est pas capable d'assister notre partenaire dans le processus d'accompagnement qu'on fait. Et puis moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des démarches dans l'hypnose, par exemple les hypnothérapeutes qui vont proposer à des clients de faire des régressions des vies antérieures, ne vont pas nécessairement avoir d'outils pour mesurer ou évaluer si cette personne fait un travail ou une interprétation de ce qu'elle vit à travers son processus d'une façon efficace et juste. Et je peux comprendre, évidemment, que ça peut être fort efficace de toute façon, mais moi, je me dis que c'est intéressant en tant que thérapeute intuitif, tant qu'à être un thérapeute intuitif, tant qu'à se dire thérapeute intuitif, d'être capable, donc, d'avoir cette longueur d'avance d'une façon constante et continue, être capable d'accompagner la personne dans cette démarche-là, je trouve que c'est vraiment quelque chose de normal. Donc, pour cette raison-là, je te dirais que la personne peut apprendre à faire sur elle-même, mais moi, je peux l'accompagner dans le processus en étant capable de l'accompagner et de percevoir aussi des choses. Donc, je peux l'enrichir dans le travail. C'est ça qu'on cherche à faire dans la formation. Les zones alpha, par exemple, sur lesquelles on peut se connecter. Où est-ce que j'ai répondu? Là où j'étais entendu. Oui, ben en fin de compte, les états de conscience pour libérer les émotions, bien évidemment, c'est encore là, c'est que les états de conscience, finalement, c'est simple. On induit un état de conscience, modifié de conscience. Cet état modifié de conscience va nous amener la personne à être capable d'être plus réceptif à ce qui se passe en elle, d'où la possibilité de libérer les émotions, de faire plein de choses, parce qu'on est dans une relation beaucoup plus intime avec soi pendant qu'on a réussi à baisser l'activité du cerveau et qu'on a pu réussir à amener la personne à être capable de mieux visiter son intérieur. C'est pourquoi, justement, qu'on va chercher à le faire. Maintenant, techniquement, parler des états de conscience modifiés, des zones alpha et tout ça, c'est intéressant, sauf qu'il faut un appareillage. Moi, j'ai un appareil qui permet de mesurer ça. Maintenant, cet appareil-là est intéressant parce qu'il permet aussi de faire des correspondances avec le cerveau, avec le cœur, avec les organes, les méridiens d'acupuncture, les chakras. Ça permet d'avoir une vision assez intéressante et globale de la santé qui permet de comparer nos perceptions intuitives avec ça. Mais il faut quand même se rappeler que le plus important, c'est d'apprendre à induire un état de modifié de conscience. Et ça, je pense que, évidemment, la pratique de la pleine conscience intuitive permet ça. Alors, c'est ça qui est le plus important, c'est de comprendre, effectivement, qu'on arrive à amener les gens à induire des états modifiés de conscience et qu'on peut, donc, à partir de là, accompagner une personne ou s'accompagner nous-mêmes pour accéder à un développement intuitif. Maintenant, théoriquement, c'est intéressant de savoir que ces états modifiés de conscience sont associés souvent à des expériences intuitives, paranormales, etc., comme je viens de vous le présenter.
C'est à propos de la dame que je t'ai parlé l'autre jour qui fait de l'hypnose quantique. C'est mon amie qui a dit tout ce qu'elle voyait et qu'elle était dans d'autres vues. Je lui ai demandé s'il y avait un processus de guérison. Elle m'a dit que la dame lui a dit qu'il y avait des blocages dans sa vie par rapport à ce qu'elle a vu. Là, non, je peux pas rien dire par rapport à ça, comme je te dis, là, je ne peux pas aborder un sujet que je ne connais pas et que tu ne connais pas non plus. Donc là, c'est des oui-dire. Puis des oui-dire, bien évidemment, c'est des expériences que des gens vivent et eux, ils expérimentent des choses, puis ensuite les partagent, mais je peux pas vraiment dire. Parce que l'hypnose quantique, en général, ben, l'hypnose, c'est une capacité d'accompagner une personne dans un processus d'hypnose. Alors, c'est ça quelque part que l'hypnose. Maintenant, si c'est autre chose, c'est peut-être pas de l'hypnose quantique alors, parce que l'hypnose, c'est de l'hypnose. On peut pas dire que c'est de l'hypnose quand c'est pas autre chose. Hein. Si moi je vous dis quelque part pleine conscience intuitive, ben je vous dis pleine conscience intuitive. Donc, ça veut donc dire qu'il y a une pleine conscience qui se développe à travers l'intuition. Ça dit ce que ça veut dire. Si on fait de l'hypnose, ben à ce moment-là, de l'hypnose, d'une façon classique, c'est un état où on induit quelqu'un dans un état de conscience hypnotique. Et cette personne-là, quelque part, on va l'induire par des mots qu'on va induire, qui peuvent être associés à un protocole qu'on va avoir établi à l'avance, ou encore par d'autres méthodes. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Alors, informe-toi, Joanne, par rapport à ça, mais c'est sûr que moi, je ne peux pas vraiment dire grand-chose sur des candidatons, entre guillemets. Il faut comprendre la méthode. Moi, je n'ai pas été voir ce que c'est exactement. Et je te dirais quelque part que le plus important pour comprendre ce qu'est les choses, c'est souvent de comprendre les fondements de l'approche. Les fondements de l'approche, c'est d'où est-ce que ça vient et sur quoi ça repose et qu'est-ce que c'est. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à progresser. Moi, quand j'ai écrit mon livre Écoute Majeur, j'ai été fasciné par exemple, un ouvrage qui s'appelle Histoire et découverte de l'inconscient, qui a été écrit par Hélène Berger. Et dans ce livre-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur-là nous relate relate toute la naissance de la psychanalyse et de la psychiatrie et de la psychologie. Et on découvre à travers cet ouvrage-là plein de références au chamanisme qui expliquent que la psychologie moderne s'est développée. Alors, c'est des choses intéressantes qui peuvent être discutables, mais en même temps, aller chercher ces racines d'informations-là permet de mieux comprendre les choses et de ne pas se laisser embourber, je dirais, par des mots, par des techniques, parce qu'actuellement, bon, si on regarde en guérison, par exemple, il y a énormément de techniques de guérison qui existent, et ces techniques de guérison-là, quelque part, on peut facilement se laisser euh, impressionné, je dirais, par la multitude des noms qui existent, ou par la multitude des façons de faire, ou par la multitude de discours, entre guillemets, commerciaux qu'on peut entendre sur des techniques. Et je dirais qu'à un moment donné, il faut se baser à quelque part sur quoi reposent les choses, c'est quels sont les résultats réels qui existent aussi. Moi, je peux dire à quelqu'un, j'ai guéri quelqu'un, j'ai une technique extraordinaire, j'ai guéri une personne. Oui, mais si tu as guéri qu'une personne sur 1 million de personnes que tu as soignées, ben c'est intéressant, mais c'est pas mieux que d'autres approches. Alors, il faut comprendre, faut rester deux pieds sur terre par rapport au monde nouvel âge, je dirais, ou au monde spirituel, ou à tous ces niveaux-là, parce qu'il y a énormément de courants, et ces courants sont souvent des courants, quelque part, qui sont reliés à des modes, et qui sont reliés donc à des discours commerciaux aussi. Donc, il faut rester deux pieds sur terre, je dirais, pour bien cerner quelque part qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui l'est pas. Quand on regarde les grandes traditions spirituelles qui existent depuis des millénaires, bon, on sait quelque part ces grandes traditions spirituelles-là, elles ont une réalité qui existe depuis des millénaires, donc elles ont une solide assise. Mais quand on entend quelqu'un qui nous dit, ben voilà, je me suis né ce matin, j'ai eu une révélation, puis voici une approche qui va transformer le monde, ben on la regarde, puis dit, OK, peut-être que ça va transformer le monde, mais on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est avant, on va voir un petit peu qu'est-ce que tu as proposé pour évaluer ensuite la valeur de ce que tu fais. Alors, je pense qu'il faut rester les deux pieds sur terre, puis avoir cette espèce cette relation, je dirais, objective par rapport à ça, d'ouverture, mais en restant avec une certaine forme de précision, je dirais, et pour être en mesure de ne pas se laisser berner par tout ce qui peut passer, parce qu'il y a énormément de courants qui existent dans le monde, et énormément de modes, énormément d'approches, donc il faut rester deux pieds sur terre par rapport à tout ça. Ce que je voulais savoir, si nous, qu'on va voir avec une personne dans les vies antérieures, si on passait de la même façon que la vie présente. Je voulais savoir si c'est nous, on va voir avec une personne dans les vies antérieures, si on passait de la même façon que la vie présente. Comment te dire, comment répondre à une question comme celle que tu me proposes sans le processus intuitif, finalement, si tu reviens, je pense que tu as fait le module des programmations de la mémoire cellulaire, Joanne. Et si c'est le cas, je t'invite à le revisiter. Parce que dans ce module-là, quelque part, on t'enseigne quelque chose qui est fondamental. C'est de ne pas être prisonnier de la technique.
Être prisonnier de la technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire de toujours finalement me dire c'est quoi la technique pour faire telle chose, c'est quoi la technique pour faire telle autre chose, puis c'est quoi la technique pour faire telle autre chose. Alors que finalement, quand on commence justement à comprendre comment fonctionne l'intuition et la pleine conscience intuitive, on se rend bien compte finalement que l'idée, quelque part, c'est pas la technique qui va nous permettre d'accéder aux vies antérieures. C'est notre habileté à comprendre justement que notre conscience peut voyager dans l'univers superlumineux et nous permettre d'accéder à ces univers-là. Tant mon histoire personnelle, alors mon histoire personnelle, ça veut dire quoi? Est-ce que moi je suis capable d'aller voir ma naissance? Est-ce que je suis capable d'aller voir quand j'avais 5 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans? Est-ce que je peux voyager dans mon histoire personnelle? Est-ce que je peux voyager dans l'histoire personnelle d'une autre personne? Est-ce que je peux voyager dans les dynamiques relationnelles qui existent dans ma propre vie, qui peuvent exister chez une autre personne? Est-ce que je peux voyager dans l'histoire familiale, dans mon histoire familiale, dans l'histoire familiale d'autres personnes? Est-ce que je peux voyager dans les mémoires d'autres vies et les diverses époques, les diverses périodes? Est-ce que j'ai la possibilité de créer ce que je veux, ce que j'entends? Et c'est ça, quelque part, le processus intuitif. Est-ce que je suis capable d'aller voyager, d'aller voir mon foie, aller voir mon estomac, aller voir ma gorge? Est-ce que je suis capable de faire ce que je veux avec mon habileté intuitive? Est-ce que je peux faire venir un guide à volonté? Alors, vous voyez, c'est ça un peu la pleine conscience intuitive que moi je propose comme enseignement, c'est être capable d'avoir une liberté qui fait que la technique n'est pas mise en avant. Et je pense que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette façon de faire-là parce qu'ils se disent, mais moi j'ai besoin de technique. Mais quand on dit j'ai besoin de technique, ça veut donc dire quelque part j'ai besoin de béquilles. J'ai besoin de béquilles parce que je ne fais pas confiance au processus intuitif dans lequel que je cherche à développer. Alors c'est pour ça que tout l'enseignement que je donne, il y a énormément de, il y a des protocoles qui sont proposés. Mais ces protocoles-là ne sont que des cadres de fonctionnement. Mais ces cadres de fonctionnement-là, un jour ou l'autre, il faut les dépasser. Parce que sinon, on va rester comme un enfant qui a toujours l'impression qu'il y a une technique pour arriver à telle chose. Alors que fondamentalement, quand on devient un maître, on n'a plus la technique, on devient maître. Et le maître, finalement, génère la technique qu'il souhaite. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre que le processus intuitif se développe à travers justement cette compréhension qu'on peut être, qu'on est libre et que cette liberté-là, quelque part, repose sur le processus intuitif véritable, je dirais. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question à ce niveau-là. Ben, c'est sûr que où est-ce qu'on amène une guérison? Oui, il y a un processus, il y a un protocole pour répondre à tes questions. Et ce protocole-là repose toujours sur le même principe de déprogrammation. C'est-à-dire, décodage intuitif, c'est prendre le temps d'observer. Donc, si je travaille avec une mémoire d'autre vie, c'est de prendre le temps d'observer la mémoire d'autre vie. Ensuite, de déprogrammer cette mémoire d'autre vie-là, c'est d'arriver à lui donner tout ce dont elle a besoin pour se déprogrammer. Si je déprogramme la mémoire d'autre vie, qu'est-ce qui va se passer? Je ne serai plus en résonance avec cette mémoire d'autre vie-là, ou mon partenaire ne sera plus en résonance avec cette mémoire d'autre vie-là. Ça veut donc dire quelque part que je vais libérer la mémoire d'autre vie. Et là, on parle de mémoire d'autre vie, mais je pourrais dire entité, je pourrais appeler ça de toutes sortes d'autres termes. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le même processus qui est effectué. C'est-à-dire qu'on libère la résonance de l'individu avec la mémoire d'autre vie, qui peut être une entité, et dans ce sens-là, on la libère, ça veut donc dire que la mémoire va quitter le champ énergétique de la personne, et si elle quitte, ben, la personne va donc avoir un retour d'énergie. Le retour d'énergie, c'est qu'elle va se réapproprier une certaine énergie dont elle s'était dissociée. Et c'est ça, quelque part, qui va être, qu'on va chercher à observer par la suite. Et en observant ça, bien évidemment, ça va nous permettre de voir de quelle façon que la personne peut approprier l'énergie dont elle s'était désappropriée, en quelque sorte. Alors, c'est comme ça qu'on va procéder, Joanne. Puis je te dirais, Joanne, reviens sur ton module sur la formation personnelle parce qu'il est quand même question de quelque chose de cet ordre-là. Et je te dirais finalement que le processus intuitif, c'est toujours les trois éléments fondamentaux, décodage, déprogrammation et soins. C'est toujours la même application. Maintenant, il y a plusieurs outils pour arriver à ça. Et c'est certain, quelque part, que le plus important, c'est de bien appliquer les processus, mais pas les faire aveuglément. Ne pas les faire parce que je dis de les faire. Je vous en parle de ça parce que j'ai observé quand même sur certaines discussions qu'on a eues ensemble, sur la technique de déprogrammation, entre autres, que vous disiez appliquer la déprogrammation, mais que finalement, vous n'appliquiez pas, en fin de compte, la déprogrammation. Alors, c'est certain que si vous voulez effectivement me faire part de vos cas, de votre histoire de cas, pour qu'on aille un peu plus loin, ça pourrait être intéressant, parce que ça permettrait d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce que vous avez compris de l'enseignement. Parce que c'est sûr que si on parle de choses, puis que vous avez l'impression de comprendre des choses, puis que finalement vous les appliquez, puis que on en reste à quelque part quelque chose qui n'est pas bien appliqué, c'est un peu dommage. Donc, ça serait sans doute bien que si vous me parlez de déprogrammation, par exemple, mais qu'on cherche à comprendre ce qu'est la déprogrammation d'abord avant de se lancer à faire de la déprogrammation sans trop savoir ce qu'on fait.
Puis-je faire la technique d'accueil en faisant le décodage à la déformation si mon cœur s'expansionne? Mon cœur s'expansionne, mais sont injustes. Je comprends pas ta question, France, parce que puis-je faire la technique de l'accueil en faisant le décodage à des déformation? Bien sûr, dans l'introduction, dans le week-end d'introduction en présentiel ou dans l'introduction en ligne, c'est le contenu de l'enseignement. Il y a un module là-dessus qui s'appelle donc déprogrammation et accueil, il me semble, dans lequel on comprend très clairement que la technique de l'accueil, elle suppose qu'on fait de la déprogrammation puis du décodage intuitif. Donc, si tu me poses la question, France, ça veut donc dire que tu ne comprends pas bien la technique de l'accueil. Je peux déjà te dire ça, parce que la technique de l'accueil, c'est fait dans un contexte où on fait les trois ensemble. Évidemment, on peut très bien dire, je fais la technique d'accueil sans faire la déprogrammation, sans faire du décodage. En ce moment-là, on fait une technique de soin, tout simplement. Mais quand, dans l'enseignement que je propose, on le fait vraiment les trois ensemble. Donc, le décodage, déprogrammation et accueil, c'est ça qui est proposé. Donc, je te dirais d'être attentive de revenir sur ça. Il y a une conférence d'ailleurs qui s'appelle Le pouvoir de l'accueil, il me semble, qui est proposée dans le site Pleine conscience intuitive de YouTube également. Donc, ça serait intéressant de revenir là-dessus. Parce que quelque part, c'est quelque chose qui est vraiment clairement dit dans l'enseignement, tu vois. Donc, si tu me poses ces questions-là, ça veut donc dire quelque part que tu n'as pas bien intégré cette technique-là, finalement. Est-ce que vous aurez d'autres questions par rapport à ce qui était dit ou sur d'autres choses que vous auriez envie qu'on aborde également? Puis papa Sylvie, je pense, moi, que j'aborde, je pense qu'on aborde les états modifiés de conscience, les états d'onde et tout ça. Je pense qu'on aborde ça dans le module 1 de l'enseignement. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'était un petit peu abordé. Si ce n'est pas le cas, ça serait peut-être intéressant que je le fasse, mais puis peut-être que l'autre chose que je peux ajouter concernant les ondes Hertz, parce que c'est ça que tu m'as demandé, Sylvie, c'est que maintenant, je parlais au niveau du cerveau, qu'il y avait donc des ondes qui étaient émises par le cerveau. Mais évidemment, on reconnaît également que le corps produit une certaine émission de fréquence aussi. Hein? C'est-à-dire que moi, si je suis capable de constater que la Terre produit une certaine fréquence, mais ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, bien évidemment, j'ai un cerveau qui a une certaine fréquence, mais on pourrait même dire que j'ai des fréquences associées à mes chakras, par exemple. Et les cellules de mon corps ont des certaines fréquences. Ce qui ouvre la porte à ce qu'on appelle la thérapie quantique, c'est-à-dire aux appareils qui vont soigner les cellules du corps. Alors, il y a des appareils de fréquences électromagnétiques, par exemple, des appareils qui vont émettre des fréquences électromagnétiques dans le corps humain, dont le champ électromagnétique pulsé, par exemple, qui est des appareils qui ont été très populaires il y a quelques années, qui étaient très populaires chez les personnes âgées. Souvent, ces appareils-là vont amener un champ électromagnétique dans le corps qui va amener les tissus, le système nerveux à se relaxer, donc à tomber en parasympathique. Et en tombant parasympathique, bien évidemment, ça permet un processus de guérison de se faire dans le corps humain. La circulation sanguine se met à mieux fonctionner, à mieux circuler. Et les gens qui ont un certain âge vont souvent bénéficier de ça. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qui touche aussi les ondes et c'est un domaine très complexe et très vaste parce que on peut donc parler de ce champ électromagnétique pulsé dont je viens de te parler, mais on peut maintenant parler de technologies beaucoup plus évidentes et qui vont beaucoup plus loin que ça, qui s'appellent les appareils de thérapie quantique, qui, eux, vont aller chercher des fréquences beaucoup plus élevées que, par exemple, les appareils électromagnétique pulsé classiques étaient de 0 à peut-être à 30 Hertz. Des fois, il y allait jusqu'à 90 Hertz, 120 Hertz, 300 Hertz. Maintenant, ils appellent les thérapies quantiques qui vont jusqu'à 300 000 Hertz et plus. Hein. Alors, on comprend évidemment que ces appareils-là, évidemment, ce qui est émis dans cette idée-là, c'est que plus les fréquences sont élevées, plus on est capable d'aller chercher justement des fréquences du champ électromagnétique qui sont plus élevées. Il y a des gens qui, par exemple, qui ont fait des recherches, par exemple, je pense à Valérie Hahn, qui est une américaine, qui avait fait un travail sur les chakras et qui mettait en évidence que, par exemple, au niveau des chakras, on parlait de fréquences qui valaient entre 200 Hertz jusqu'à 1100 Hertz et plus. Alors, c'est des fréquences qui sont très, très, très élevées qu'on peut retrouver. Et puis, au niveau cellulaire, on pourrait certainement émettre aussi des idées, quelque part, que chaque cellule a une certaine fréquence également. Et c'est ce qui explique pourquoi énormément d'appareils électromagnétiques sont assez complexes puisque chaque appareil a des propriétés qui leur sont propres. Alors,
Les appareils de thérapie quantique ont des fréquences très, très élevées en général. Ils ont un bellage de fréquences très élevé. Ceux qui ont des appareils de champ électromagnétique pulsé, qui vont plus travailler sur les aimants, comme des aimants, en fin de compte, eux ont des fréquences beaucoup plus basses, ont beaucoup moins de fréquences, de choix de fréquences. Ils vont plus travailler dans la dimension plus terrestre, plus dans la dimension plus grossière. Et ceux qui ont des fréquences beaucoup plus élevées vont travailler davantage au niveau cellulaire. Et c'est beaucoup plus difficile à mesurer, évidemment, l'effet de ces appareils-là. Il y a beaucoup de controverses autour de ces appareils-là parce qu'évidemment, bon, c'est souvent des grosses têtes qui ont fait ces appareils-là, puis c'est pas toujours bien. La documentation pour expliquer comment ces appareils-là fonctionnent n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, où peut-on trouver ces appareils? Ben, Sylvie, tu peux les trouver à peu près n'importe où dans le monde. Ça dépend où est-ce que tu es. Je pense que tu es en France, toi, Sylvie. Ça dépend évidemment. Puis il faut savoir que les appareils peuvent être en termes de prix, ça peut varier, ça peut facilement aller dans 10, 20 000 euros, hein, les appareils de thérapie quantique, entre autres. Bien sûr, est-ce que l'environnement peut jouer sur les fréquences? Bien, c'est certain qu'actuellement, il y a une grosse, grosse controverse qui existe actuellement dans le monde. Actuellement, on parle beaucoup des fréquences, des fréquences électromagnétiques des maisons, par exemple, hein. On disait quelque part que ces fréquences électromagnétiques-là, par exemple le Wi-Fi, il y a des gens qui ont des extrêmes sensibilités au Wi-Fi, des gens qui sont incapables de fonctionner dans le monde terrestre à cause justement qu'ils sont complètement devenus hypersensibles aux champs électromagnétiques, donc entre autres aux ondes Wi-Fi. Alors, ça veut donc dire qu'ils ne sont pas capables de fonctionner parce qu'effectivement, ils sont comme surchargés. Souvent, ces gens-là, on peut envisager qu'ils sont pleins d'acide et que cette acidité-là font que leur corps n'est pas capable de se décharger au sol, justement, ce qui va les rendre hypersensibles aux champs électromagnétiques. Et c'est pourquoi qu'on va les encourager beaucoup à se relier au sol, hein, à se connecter, à se grounder. Donc, les appareils, maintenant, bon, moi j'ai un drap de cuivre qui permettait de faire ça, des bandes de cuivre aussi, mais simplement se grounder, c'est se promener avec l'été qui est là, de se promener à la rosée du matin, pieds nus, nous permet donc de favoriser cette élimination de l'acidité. Alors ça aussi, c'est un facteur qui joue, qui est très important, qui permet donc à notre corps d'être plus dans une position de réceptivité aux champs ambiants naturels et non pas aux champs électromagnétiques qui proviennent des téléphones cellulaires, qui proviennent du Wi-Fi ou qui proviennent simplement du courant électrique d'une maison. Alors, vous comprendrez quelque part que oui, le corps humain est hypersensible à tout ça et que c'est très questionnable. Beaucoup de gens se posent des questions actuellement et vont même plus loin que ça en disant que le téléphone cellulaire ne devrait pas être utilisé. On devrait vraiment faire attention au téléphone cellulaire. On ne devrait jamais mettre le téléphone cellulaire sur nos oreilles comme ceci, puisque ça crée un échauffement du cerveau qui va favoriser donc des maladies dégénératives du cerveau. Donc, on devrait toujours avoir des oreillettes pour mettre aux oreilles pour empêcher donc ce phénomène-là. On devrait éviter dans notre téléphone branché proche de notre cœur, dans une poche, dans les poches de notre menton. On devrait toujours mettre ça dans une dans une enveloppe protectrice. Notre téléphone cellulaire doit être dans une enveloppe protectrice et dans une sacoche à l'extérieur de soi qui ne touche pas nécessairement, donc idéalement. Alors, c'est toutes des choses comme ça, quelque part, qu'on peut réfléchir. Et c'est certain que quand on aborde tout ce système-là de champs électromagnétiques et d'appareils comme l'appareil de thérapie quantique, il faut se le rappeler que l'appareil de thérapie quantique le plus complexe présentement dans le monde, c'est le corps humain. Le corps humain est complexe parce qu'il est capable, lorsqu'il est il a bien compris comment fonctionne le principe des ondes, ben quelque part, il peut se synthétiser à toutes les fréquences électromagnétiques qu'il peut avoir en lui, l'être humain, mais il peut aussi se synthétiser à toutes les fréquences électromagnétiques qu'un corps humain qu'il peut émettre, peut faire. Donc, ça peut être intéressant de se rappeler ça aussi. Donc voilà, donc est-ce que ça peut entraîner la stérilité, le téléphone intelligent? Bon, ben, comme je dis, actuellement, il y a deux univers, comme bien souvent. Il y a des gens qui vont vous dire que ça n'a pas été démontré que les téléphones intelligents pouvaient générer des symptômes, des pathologies ou des perturbations. Puis il y a d'autres qui vont vous dire quelque part que c'est pas prouvé, mais qu'il y a une tendance, il y a beaucoup de recherches qui vont dans cette direction-là. Moi, je vous dirais quelque part que quand on a une espèce, le gros bon sens nous laisse bien croire que s'il y a un danger à utiliser un téléphone intelligent de façon excessive. Dormir, dormir l'oreille sur un téléphone intelligent, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on devrait faire. On doit être attentif, on doit faire attention
certainement à l'utilisation d'un téléphone intelligent, doit être parcimonieux par rapport à ça, tout comme on doit être parcimonieux à l'effet l'utilisation de l'électricité dans une maison pour éviter à quelque part d'être constamment en contact avec ça, tout comme on doit certainement se relier à la prise de terre ou se relier à la rosée du matin régulièrement pour décharger la surcharge d'ion. Le Wi-Fi, si on peut évidemment se débrancher du Wi-Fi, utiliser le câble directement de l'ordinateur pour éviter d'utiliser les ondes Wi-Fi, ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant aussi à faire aussi. C'est ça un petit peu que je dirais par rapport à tout ça. Donc, vous voyez que quand on parle des ondes, c'est très, très complexe comme sujet parce que on ne parle pas donc uniquement du cerveau, mais on parle également de tout le corps humain qui émet des ondes aussi et qui émet donc des fréquences aussi. Et ces fréquences-là sont, la recherche n'est pas encore là, je peux pas, je suis pas un expert de ça, donc je vais pas oser dire des choses trop précises, mais je pense que les fréquences, que la recherche des fréquences, et on a souvent émis l'idée qu'une maladie, par exemple, pouvait être mesurée et on pouvait déterminer quelque part quelle était la fréquence d'une pathologie chez un organe. Et c'est quelque chose qui a été souvent dit, mais qui la recherche n'a pas encore mis en évidence d'une façon claire, nette et précise cette idée-là. Par contre, dans la recherche de la thérapie quantique, c'est évident qu'on dirige dans cette direction-là. C'est évident qu'on développe une compréhension de plus en plus grande de cette réalité-là et qu'on peut envisager qu'un jour, l'être humain pourra vraiment comprendre ce qu'est véritablement qu'une médecine quantique parce que justement, on comprendra quelque part que tous les organes du corps humain émettent donc une certaine fréquence, toutes les cellules du corps humain émettent des fréquences et on pourra donc apprendre à régulariser ces fréquences-là avant même que la maladie s'installe. C'est ça, quelque part, vers quoi on se dirige, ça c'est clair, net et précis, et c'est certain que cette idée, quelque part, donc des fréquences que le cerveau émet, et c'est une pointe du iceberg par rapport à toute la globalité du corps humain, qui n'est pas encore comprise complètement et vers lequel on tend quand même. Il y a une recherche qui est faite, il y a un développement qui est fait à ce niveau-là. C'est comme un domaine assez vaste et un domaine assez complexe que moi, je ne maîtrise pas parce que quelque part, je ne suis pas un expert scientifique à ce niveau-là. C'est sûr que c'est plus des experts scientifiques qui vont pouvoir justement arriver à être capables de pouvoir vraiment donner une explication de qu'est-ce qu'il y en est réellement par rapport à tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et quand on regarde dans le monde au niveau scientifique véritablement ce qui est, c'est-à-dire qui a été démontré véritablement de façon scientifique, il n'y a pas autant de choses qu'on le souhaiterait. Mais par exemple, si on vient avec le physicien Pop dont je vous ai déjà parlé, lui, un appareil qui mesure le rayonnement ultra-ténu des cellules, c'est-à-dire qu'il est capable de pouvoir donc mesurer objectivement la fréquence électromagnétique qui est émis au niveau cellulaire, au niveau de la lumière. Donc, on peut déjà comprendre ici que ces recherches-là sont assez, c'est pas le récent, ce que Pop a découvert. Donc, c'est certain que tout un processus, toute une découverte qui est en train de se faire actuellement dans le monde à ce niveau-là. Malheureusement, comme c'est pas des médecines qui ont possibilité de faire beaucoup d'argent avec ça, bien évidemment, les recherches sont plus difficiles puisque quelque part, les gens sont obligés de devoir s'autofinancer pour parvenir à développer leur propre recherche, leur propre découverte. Donc, c'est sûrement plus difficile que si c'était, par exemple, pour découvrir un médicament qui révolutionnerait le monde et dans lequel les compagnies pharmaceutiques pourraient faire beaucoup d'argent. C'est là que là, on débloquerait beaucoup plus d'argent pour arriver à des choses comme ça. Malheureusement, on vit dans un monde qui, malheureusement, repose beaucoup sur le principe de l'argent. Et c'est ça qui motive beaucoup les recherches, entre autres, et les découvertes et l'envie de faire connaître des découvertes aussi. C'est une réalité à laquelle il faut finalement être réaliste par rapport à ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été dit par rapport donc aux questions que vous aviez, mais également aussi par rapport au thème de la petite conférence d'aujourd'hui? Il faut savoir donc que les ondes ont la capacité donc de soigner. Il faut savoir maintenant que le guérisseur, le soignant, le thérapeute en pleine conscience intuitive est donc capable, par le biais de décodage intuitif, de se syntoniser à la compréhension d'une fréquence électromagnétique du corps humain, par la déformation de pouvoir justement rétablir la fréquence électromagnétique perturbatrice et par le soin de pouvoir permettre justement à ces ondes perturbatrices-là de pouvoir renouer contact avec une fréquence plus harmonieuse qui va faire que le corps va pouvoir renouer contact avec une forme de globalité, une forme de champ unitaire plus harmonieux, je dirais. Alors, comprenez que c'est ça un petit peu que l'on fait dans la pleine conscience intuitive. Et évidemment, quand on aborde l'aspect plus technique, plus scientifique de ces émissions-là, ben, il faut se tourner vraiment vers des scientifiques qui vont être capables de pouvoir justement démontrer scientifiquement ces réalités-là. Je sais que ça fait des années qu'on dit que
les cellules du corps émettent une certaine fréquence, mais moi, j'ai jamais vu encore de recherche par plusieurs chercheurs, j'entends, là, qui ont pu dire, ben voici, la cellule du corps émet telle fréquence, tel organe émet telle autre fréquence, etc., etc. Il y a toujours eu des controverses autour de ça. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas en mesure de pouvoir vous dire que c'était encore défini clairement. C'est peut-être possible, mais chez des gens qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas encore mis en évidence leur recherche. Ça, c'est quelque chose, évidemment, que, c'est ça un petit peu que je peux vous dire par rapport à tout ça, entre autres. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, je pense que je vais m'arrêter ici, puisque je vois qu'il n'y a pas de commentaires ou de questions par rapport à ça. C'est bien. Donc, moi, j'inviterais justement de vraiment développer, moi, ce que j'appelle à quelque part cette notion que moi, j'aurais tendance à vous dire de rigueur. Le développement de l'intuition, quelque part, de des formations et des soins, ça demande une rigueur. La rigueur, c'est la façon, quelque part, de comprendre comment le processus intuitif va se développer à travers une procédure toute simple, décodage, déprogrammation et soins. Donc, à chaque fois que vous abordez un sujet ou un problème ou une difficulté, vous devez vous rappeler décodage, déprogrammation et soins. Les soins, on sait qu'il y a plusieurs techniques de soins. On en a vu plusieurs depuis le début de l'enseignement. Donc, vous avez à comprendre ça et à être capable de combiner les trois volets, décodage, déprogrammation et soins. C'est comme ça que vous allez pouvoir arriver donc à développer une habileté plus importante dans vos compétences. C'est ce que je vous dirais par rapport à ça. Donc voilà, alors je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Alors évidemment, s'il y a des commentaires juste comme ça, vous pouvez toujours me revenir pour pouvoir justement revenir avec des questions qu'on pourra regarder sur des prochains webinaires. Sachez déjà qu'au mois d'août, il y aura sans doute une relâche concernant les webinaires, puisque les gens en France, entre autres, sont en vacances. Et puis moi, je vais peut-être effectivement profiter de l'occasion pour aussi prendre une pause des webinaires, puisqu'on en fait quand même beaucoup plus que ce qui avait été prévu à l'origine. Donc, je prendrai une pause pour le mois d'août, sans aucun doute, pour pouvoir me concentrer sur des finalisations de projets que j'ai également. Donc voilà, alors je vous tiendrai au courant de toute façon, je vous confirmerai tout ça très bientôt. Alors je vous souhaite une belle fin de soirée et donc ce soir pour ceux qui seront là, au Québec donc à 19h30, sinon donc mardi prochain, donc à 20h comme d'habitude pour la France. À très bientôt. Si y a un sujet, un intérêt que vous avez, ben faites-le moi savoir par mail avant que le webinaire ait lieu et ça me fera un plaisir de pouvoir l'aborder à ce moment-là. À très bientôt. Au revoir.